Salut les amis, bienvenue sur Motors pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous présenter un de mes amis qui a un Peugeot RCZ. Et pour le coup j'ai voulu qu'il nous le présente parce que j'ai découvert cette voiture que je connaissais pas trop et je l'ai trouvé assez sympa. Donc il va nous en parler un petit peu, vous me direz ce que vous en pensez. Dans les commentaires, je sais que vous allez me dire que Akram fait déjà ça, que GMK fait déjà ça, etc. Peut-être, mais peu importe, ça me faisait plaisir de parler de sa voiture. Donc si ça vous intéresse pas, écoutez, c'est pas grave, ne regardez pas. Et puis pour les autres, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous présente ça tout de suite. Allez, c'est parti. Bon alors, salut les amis. Donc, on était venu faire une petite séance photo avec mon pote Nico. Qui est photographe à ses heures perdues. Donc, et puis il a commencé à parler un peu de son RCZ. Et donc je me suis dit que ça serait une bonne idée finalement de vous le présenter. Parce que vous allez voir qu'il n'est pas tout jeune, mais il est super bien entretenu. Donc on va vous montrer tout ça. Bon allez Nico, vas-y, parle-nous un peu de ton RCZ. Donc RCZ, c'est un modèle de... Celui-ci est sorti fin 2010. C'est un modèle qui est aujourd'hui presque 90 000 km et là, comme vous la voyez là, presque 8 ans. Toi, tu l'as pas acheté neuf, hein? Je ne l'ai pas acheté neuf, je l'ai acheté, elle avait 35 000 km. Ouais. Je suis à l'époque parti sur un moteur HDI, puisque c'est un HDI diesel de 163 chevaux. Un bon mazout. Exactement, donc c'est un peu antinomique avec le côté sportif et design du véhicule. Ceci étant, elle a quand même un gage de praticité au quotidien qui est très bien. Et l'avantage... Tu t'en sers en voiture de tous les jours? De tous les jours, donc ouais. Je vais travailler avec, je fais mes courses, je vais me promener. Voilà. C'est un véhicule multi-usage qui est complètement utilisable au quotidien. L'intérêt du diesel, notamment sur ces générations d'avant 2013, était beaucoup plus fiable que les versions THP Essence de 156 et 200 chevaux, puisqu'il y avait des problèmes de courroie de distribution. Ils ont eu pas mal de soucis dessus. Exactement. Franchement, en termes de design, elle passe encore bien aujourd'hui. Hein. Elle est plutôt dans l'air du temps. C'est un véhicule qui avait été présenté en exclusivité au Mondial de Paris en 2008 et c'était un concept car qu'ils ont à peine retouché à l'époque, puisqu'on est à 95-98% du modèle d'origine du concept car. Ouais, c'est une bonne concurrente de notre ami TT. Exactement, donc oui, Peugeot à l'époque a souhaité lancer un coupé pour renouveler et rafraîchir sa gamme, la redynamiser également, et dans les proportions on retrouve le côté un petit peu tricorps raccourci du TT avec cette arche au milieu. Qui est d'ailleurs soulignée en aluminium sur le véhicule. Ouais, elle est belle, hein. Franchement, ça rend bien. C'est pour ça que je te dis, je trouve qu'elle est encore dans l'air du temps. Tu vois, je trouve qu'elle passe pas vraiment en fait. Hein, elle passe bien les années en tout cas. Moi, honnêtement, quand elle est sortie cette voiture, ce que j'adorais, mais vraiment ce que j'adorais, c'est ça. Là. C'est ça. Là. Alors ce double bosselage, il y a eu un petit peu de pluie dessus, donc on le voit un petit peu moins. On peut le dire, il a plu de la merde en fait, hein, on peut le dire. Tu as fait l'effort de la laver, voilà. Le temps que tu arrives, elle était dégueulasse. Les photos seront nettes, la vidéo un petit peu moins, mais c'est pas grave. Ce double bosselage est assez particulier effectivement du véhicule. Il n'y a que Saint-Gobain qui le produit, ah ouais, en exclusivité, donc vaut mieux pas avoir un impact ou un éclat dessus, parce que ça coûte cher. T'as une idée de prix de ce que ça coûte de remplacer ou pas? Alors c'est une voiture qui a pris la grêle il y a 2 ans, qui a été refait complètement chez un carrossier avec du matériau d'origine et du talent. Donc elle était repeinte complète? Elle était repeinte en partie, elle était débosselée mais repeinte en partie avec la majorité de pièces neuves, notamment les arches. Et ce qu'on peut retenir à l'époque, je me souviens effectivement, il a fait un coup de magie sur le toit, parce que le toit est galbé également, il suit le galbe du vitrage. Et le changement du vitrage, juste pour la pièce chez Saint-Gobain, on est à plus de 4 000 € pièce. Putain, ouais, d'accord. Voilà. Donc c'est exclusif, il n'y a que sur ce véhicule-là qu'ils le font et ils sont tous seuls à le faire. Ah non, franchement, c'est une belle voiture. Ça va, le moteur, t'en es content? Enfin, on va aller faire un petit tour après. Mais... Ouais, j'en suis très content. C'est un moteur qui est très coupleux. Elle a tous les avantages du côté routier, du côté positif Peugeot, en termes de châssis, de comportement, tenue de route. C'est un véhicule qui est extrêmement sain, pas du tout survireur, même dans des utilisations assez poussées sur circuit mouillé.
Ça ne bouge pas, c'est vraiment très, très sain. C'est presque trop sain en fait en termes de châssis et de comportement par rapport à la motorisation de 163. D'accord. Qui pousse très bien, mais voilà. Tu l'as testé sur circuit donc? Sur circuit, oui, j'ai pu essayer. Il y a des traces? Il y a des traces du circuit ou pas? Attends. Il y a quelques traces, oui, sur le train avant notamment. Oh putain, la gueule des pneus. Regardez-moi ça. Je crois que tu vas être bon pour les changer quand même là. Oui, c'est prévu, d'ici peu. C'est prévu. Voilà, donc ce qu'on peut dire de ce véhicule, effectivement, en termes de comportement au quotidien, c'est parfaitement utilisable. Le gabarit est quand même, somme toute, assez compact, hein, donc on la gare facilement, on l'a bien en main. Les roues sont aux 4 coins, donc on la sent bien. Le freinage est assez mordant pour la catégorie du véhicule, puisqu'on est sur une base d'un châssis de 308, qui est au demeurant très bon en termes de comportement, mais sur lequel ils ont élargi les voies, avec des roues, des pneus plus larges, etc. Bon, et t'avais pas envie de partir sur une TT, non? Elle te plaisait pas la TT? La TT me tentait bien, mais je lui trouvais au RCZ ce côté encore presque un petit peu plus exclusif à ISO génération, avec effectivement ce galbe de toit et c'est vrai, chalut. Il est vraiment beau. Et puis à l'époque, effectivement, quand je l'ai acheté, moi je voulais absolument une noire. Ouais. C'est tout l'intérêt effectivement d'avoir le dessin des arches qui ressortent parfaitement sur le noir, qu'on voit dans une certaine moindre mesure sur du blanc, sur d'autres couleurs. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, notamment sur le RCZ-R, les arches sont en noir pour mieux contraster avec le rouge ou le blanc du véhicule. Ah, exact. Ah non, franchement sympa. C'est un véhicule sur lequel j'ai fait quelques petites modifications également. Alors vas-y, dis-nous. Alors c'est plutôt des modifications esthétiques. C'est léger. Hein. C'est léger. Moi, la carrosserie t'as pas touché? Non, je voulais surtout pas dénaturer le coup de crayon. Ouais. Ce que j'ai fait, c'est juste en fait pour épurer encore un petit peu plus. Donc on va dans le détail. Hein. Par exemple, là sur ce point, on peut voir le répétiteur de Cugnot qui est sur un fond carbone noir. Donc on est sur du foncé. Contrairement à l'origine qui était sur du transparent, du blanc. D'accord. Donc l'idée c'est qu'ils se fondent beaucoup plus dans la masse et dans l'effet filage du rétro, tout en ayant quand même une belle couleur orangée quand il fonctionne. D'accord. Bon. Voilà, à l'intérieur, tu as fait des modifications. Côté intérieur, il y a quelques modifications. Il est pas aussi à l'intérieur. C'est un véhicule qui vieillit bien à l'extérieur mais également à l'intérieur, tant dans les matériaux que dans le design. Ça c'est les sièges RCZ, ça? Alors c'est pas le siège d'origine. Ce qui s'est passé, moi, quand je l'ai racheté il y a maintenant 3 ans, c'est qu'on avait effectivement une sellerie qui était un petit peu fatiguée, notamment au niveau du siège. Là, comme on est sur des sièges assez enveloppants, c'est pas non plus un siège port au sens strict du terme, mais c'est un siège qui est assez enveloppant, notamment en conduite dynamique. En fait, sur les coutures à l'extérieur, il avait tendance à s'abîmer un petit peu. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que à l'époque, en me renseignant chez Peugeot, une coiffe de siège sur un siège conducteur, c'est de l'ordre de 200 €, plus le montage. J'ai trouvé un fournisseur qui est en Transylvanie, qui fabrique du siège, de la housse de siège sur mesure. Et donc la sellerie complète, là, que j'ai moi-même montée, m'a coûté à peu près 500 €. Effectivement. Donc, vous voyez, en termes d'ajustement, on est sur des choses assez précises. Hein, tu te souviens comment il s'appelle ou pas le mec en Transylvanie? Je ne le sais plus tout de suite, mais j'ai gardé la trace, donc on pourra rajouter dans les liens. 500 €, c'était avec les frais de port, tout compris? Oui, tout compris. C'est fabriqué sur mesure. Faut être un petit peu confiant quand on signe le bon de commande parce qu'on paye à l'avance et on attend 2 mois, 2 mois et demi. Hein, c'est fabriqué pièce. Hein. Okay, voilà. Mais ce qui est super intéressant dans ce truc-là, c'est qu'au-delà de la réflexion qui était l'objectif d'origine de l'acte, on peut aller loin dans la personnalisation, puisque là moi j'ai choisi un biton. On est sur du gris et du blanc crème, de l'ivoire, avec les surpiqûres blanches. On peut aller sur des choses beaucoup plus délirantes, avec du rouge, du bleu, des couleurs sur mesure. On peut même mixer les matériaux, mettre de l'alcantara à l'intérieur, du cuir percé, enfin voilà, ça peut aller assez loin. Ta console centrale, là, elle est d'origine aussi? Alors elle n'est pas d'origine complètement, puisqu'effectivement, ce qui me choquait un petit peu, c'est qu'on avait l'autoradio qui était laqué, et la console, elle, était dans un plastique plutôt mat, donc du coup il y avait une espèce de dualité de matière qui n'était pas terrible. Ce que j'ai fait, c'est que chez mon carrossier, j'ai fait repeindre l'entièreté de la plage centrale, depuis la commande du béquet arrière jusqu'au haut de la planche de bord, jusqu'à l'horloge en fait. Hein. D'accord. Donc il m'a fait la même teinte que la carrosserie, comme ça fait un joli rappel, c'est assez sobre et ça s'accorde d'autant mieux avec le levier de vitesse que j'ai également changé, puisque c'est le levier de vitesse du RCZ-R. D'accord. Comme ça on a lu là? Tout à fait. D'accord.
Et au-delà du côté design, l'intérêt de ce levier, c'est qu'on a une préhension qui est bien meilleure, et notamment sur une conduite un petit peu plus dynamique. La boule ronde d'origine était parfois un petit peu flottante. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus précis, donc c'est plutôt sympa. Ah, c'est bien, voilà. Bon, pas mal. Quelques autres petits changements sur l'extérieur que j'ai pu faire, notamment sur la partie arrière, puisque côté arrière, j'ai les feux de plaque que j'ai passés en LED. Alors de jour, on verra pas grand chose. Vas-y, on va essayer. Ah, ça rend bien, hein. Ça rend bien. Devant, t'as changé aussi, non? J'ai ajusté devant les feux diurnes que j'ai passés en LED, puisqu'ils sont initialement sur de l'ampoule standard qui était plutôt sur un ton jaune, un peu dissonant par rapport au caractère assez dynamique et finalement assez dans l'air du temps du véhicule, quoi. Ouais, non, ça rend bien. C'est un véhicule ça la rajeunit un peu, c'est sympa. Ça lui met le juste petit coup de peps qui va bien sans dénaturer la voiture. Voilà. Ouais, franchement, c'est bien. Je trouve que c'est vraiment encore une belle voiture. Aujourd'hui, c'est. Elle a bien vieilli. Ouais, elle a vraiment bien vieilli. C'est les jantes d'origine que tu as dessus? C'est les jantes d'origine qui sont en aluminium poli. Malheureusement, alors c'est un matériau qui est plutôt joli, qui est assez design. Le côté négatif de ces jantes, c'est que c'est très fragile. Ouais, ça se voit. Et pour la réfection de jantes polies, autant il y a certains spécialistes qui refont des jantes assez facilement, autant en jantes polies, ça se restreint à un mouchoir de poche, il n'y a que très peu de professionnels. C'est dommage parce qu'elles sont belles. Hein. Ouais, l'arrière est en meilleur état. Donc, elle rentre bien avec le reste de la voiture quand même. Oui. C'est la jante de base en 18 pouces avec une monte en 2,35, 45, 18 qui confère au véhicule un bon compromis entre confort et tenue de route. C'est sympa. C'est tenue de route. Bon. On va faire un tour avec, on essaye? Allez, c'est parti. Allez. Bon, quand on est à l'intérieur, on n'a pas de doute, hein, c'est bien une Peugeot. Hein. On est dans les codes de Peugeot, hein. on les reconnaît bien. Que ce soit les commodos, le tableau de bord, les compteurs, on est bien dans une Peugeot. Par contre, la finition est pas mal, hein. C'est du cuir là-dessus? C'est du simili. C'est du simili. Ouais, c'est du C'est simili. pas mal, un surpiqué comme ça, blanc. Qui était plutôt bien imité, je trouve. Et deuxième avantage, c'est que ça bouge pas, quoi. Ouais, c'est super facile d'entretien. Pour dire que la voiture a 10 ans, franchement, c'est nickel, quoi. C'est super facile d'entretien. Et même, je sais pas quel matériau à l'époque ils ont utilisé sur le fil de la couture. Mais c'est un matériau qui est plutôt très bien puisque ça ne s'encrasse pas. D'accord. Donc, parce que quand je vois que sur le RS3 qui est quand même pas dans les mêmes niveaux de prix, quand je vois que le tableau de bord c'est du plastique, je me dis merde quoi les gars, franchement chez Audi bougez-vous quoi. Une RCZ il y a 10 ans, on n'a pas de plastique sur le tableau de bord quoi. Il n'y a pas 1 gramme de plastique si. Là ici là. Et sinon la casquette, mais sinon c'est que du simili quoi. Donc ok c'est pas du cuir mais bon ça fait son petit effet quoi. Oui, puis ça bouge pas trop, hein, parce qu'on est sur quelque chose d'un tout petit peu moussé. Alors on n'est pas sur une profondeur d'un demi-centimètre non plus, mais ce qui fait que les ajustements sont bien faits et on n'a pas non plus de bruit parasite. Ouais. C'est un véhicule aujourd'hui, je vous disais 90 000, qui a exactement 91 746. Donc voilà, c'est un véhicule qui a roulé, hein, que moi j'ai acheté à 35 000. Qui a roulé à peu près 60 000 km déjà dans mes mains et content globalement? J'en suis vraiment très content. C'est quoi les points forts en termes de conduite? En termes de conduite, c'est que c'est une voiture qui est très facile à prendre en main, qui tient extrêmement bien la route, qui n'est pas du tout piégeuse. Châssis Peugeot, hein, en même voilà, temps, c'est vraiment rifté au sol. Et ce diesel qui est un HDI 163, finalement somme toute là on est sur une conduite urbaine. Il est pas désagréable à l'oreille, il racle pas, il est pas bruyant, voilà. Non franchement ça passe bien. Et après dès qu'on est sur un usage route, c'est un véhicule qui est assez velouté en termes de son de moteur. Ouais. C'est assez coupleux ou pas comme moteur? C'est un moteur qui est assez coupleux, de mémoire il doit faire 320 ou 340 je crois Newton-mètre. D'accord. Donc il est plutôt pas mal. En termes de relance, c'est son terrain de jeu, hein. Typiquement on est sur l'autoroute en 6ème à 130, on met le pied dedans, ça part direct. Ouais. Donc pour faire du dépassement, pour doubler, accélérer, c'est vraiment très bien. Voilà.
Donc vraiment un véhicule agréable à l'usage. Si on devait lui donner des défauts, parce qu'elle en a forcément comme tous les véhicules, je dirais qu'effectivement le châssis est presque trop bien fait ou trop aseptisé par rapport à la motorisation. Donc c'est pour ça d'ailleurs. Ça manque de sportivité un peu. Je dirais pas ça, ça manque de côté joueur plus que de sportivité finalement. D'accord. Parce qu'elle est peut-être perçue plus dynamique que sportive, mais c'est un véhicule. Donc le radar de recul fait bien son œuvre, parce qu'en termes de visibilité arrière, effectivement, on est un peu limité quand même. Hein. Attends, on va essayer de regarder comme ça. Vous voyez la place à l'arrière et la visibilité. Bon, voilà. Bon, bah, derrière, il n'y a pas de place, on considère, hein, de toute façon. Quand je dis qu'elle est facile à prendre en main, elle le reste, parce que le gabarit est contenu. Ceci étant, effectivement, il faut faire un petit peu attention au pare-choc lors des manœuvres, des créneaux et des marches arrière les premiers temps. Mais bon, après, ça se fait. Hein. Ça se fait. Voilà, donc si on devait lui trouver des défauts, effectivement, un véhicule qui est presque trop sobre, du coup on comprend mieux les 272, je crois, chevaux du RCZ-R, qu'elle supporte largement. Donc un véhicule très sécuritaire. Maintenant, le petit défaut qu'elle aurait, je dirais, ce serait... effectivement, oui, ce côté un peu moins joueur, et puis... voilà, après j'avais un autre truc en tête mais je l'ai perdu, je sais plus ce que c'est. C'est trop bien. Et RCZ-R, ça t'a jamais tenté? Bon, de toute façon maintenant c'est un peu tard, hein, vu qu'il l'arrête. Alors oui, si, ça me tenterait. Après on n'est pas vraiment sur la même utilisation, hein. Ça, c'est un véhicule, quand je l'ai acheté à 35 000 km, je l'avais payé moins de 18 000 € à l'époque. Le RCZ-R, je crois qu'en prix catalogue, à sa sortie, devait être aux alentours de 40 000. Donc c'est un véhicule qui a très peu décoté compte tenu du nombre. Aujourd'hui, on doit en trouver, je sais pas, aux alentours de 30, 32 000, un truc comme ça. Donc la valeur résiduelle que j'ai aujourd'hui sur ce véhicule, si je devais la revendre et racheter un R, sera peut-être du simple au double finalement, quoi, en termes d'investissement. Voilà, il faudra en remettre un petit peu. Après, je serais curieux un jour d'essayer une R. Qui a effectivement plus de puissance, plus de couple, et puis un moteur un petit peu plus... un TTS, tu verras, c'est mieux. Un moteur un petit peu plus noble. On va aller faire un petit peu de route, là on était en ville. Allez, on va la pousser un peu. Voilà, donc sur le national, ça va aller un peu mieux, plus facile pour rouler. En plus, toi globalement, t'aimes bien rouler? Ouais, bah ça reste quand même une voiture plaisir et avec un comportement accrocheur. Hein. Donc, disons que le côté négatif où elle manque, quand je dis qu'elle manque, qu'elle n'est pas joueuse, elle n'est pas joueuse sur circuit. Donc c'est dans des conditions un petit peu extrêmes, effectivement. Après, sur une conduite. Je te rassure, le RS3 non plus. Hein. Ouais, mais voilà. Après, finalement, pour un véhicule un peu sport ou un peu dynamique et sur une route, avec les conditions qu'on peut rencontrer, on est quand même sur un agrément d'usage qui est vraiment très bon et voilà, on peut conduire de façon dynamique avec ce véhicule tout en restant en toute sécurité, quoi. Donc finalement c'est un peu son terrain de jeu, quoi. Ouais, puis on est bien dans la voiture, on est bien maintenu, les sièges sont bons, ils sont confortables. J'ai retrouvé le défaut de tout à l'heure. Le défaut, il est inhérent à son moteur en fait, parce que ce 163 HD il est doté d'un FAP. Et dans une utilisation urbaine, le FAP peut être amené à s'encrasser. Oui, logique, ouais. Voilà, donc ça implique effectivement d'aller faire quelques allers-retours sur l'autoroute à des vitesses constantes et un peu élevées en régime moteur pour débourrer tout ça. Ceci étant, pour avoir déménagé entre-temps et m'être éloigné de mon lieu de travail, aujourd'hui je suis sur un usage routier. Je fais entre 25 et 30 km pour me rendre à mon lieu de travail. Je n'ai plus aucun problème de FAP. D'accord. Zéro, rien. Donc le problème est réglé. Donc à éviter pour les citadins, pour les urbains, quoi. Celui qui fait 8 km pour aller à son travail sur un mode feu rouge le matin, c'est pas du tout, c'est pas la bonne optique. Ouais, d'accord. Par contre, putain, elle est raide un peu, non? C'est les amortisseurs d'origine ou pas? C'est les amortisseurs d'origine, donc bon, ils ont 90 000. Hein, ils sont peut-être un petit peu fatigués. Un petit peu. Ce moteur, elle est
Et puis mécaniquement, on est aussi sur un véhicule qui a aujourd'hui 10 ans de conception. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc c'est vrai mais je trouve que franchement, on est sur il vieillit bien. Hein, franchement, on est sur du 18 pouces, hein, donc il y a encore une monte en 19, dont la rigidité est encore supérieure. Hein. Celle-ci est en 18. Il faut pas. Je pense qu'en 19, elle va taper un peu. Ouais, celle-là, franchement, c'est bien. Et je la trouve déjà dure. Bon, après, effectivement, c'est une voiture qui est assez basse aussi. Mais c'est bien parce que du coup, tu le sens aussi au niveau de la conduite parce que le châssis est assez rigide. Et du coup, je trouve qu'il y a une bonne précision de conduite. Elle tient bien les trajectoires. Moi, je suis agréablement surpris. Hein. Je trouve que c'est une bonne auto. Hein. Ouais, c'est une voiture super stable. C'est vrai que le châssis Peugeot, ils ont le savoir-faire dans ces agréments d'usage. Si on devait lui donner un peu plus de mordant au freinage, ce serait pas mal. Ouais. Bon, après, quid du RCZR dont la force de freinage est peut-être effectivement plus souhaitable que sur un modèle comme ça. Mais voilà. Après, je sais pas s'ils ont mis du céramique ou pas sur le Z, sur le. Il me semble pas. Non, je crois pas. Dans le R ou pas. Non, bon, après on va rester dans une gamme Peugeot quand même si c'est Peugeot Sport. Ouais. Un beau panorama juste devant nous, là, local. Ouais, avec le puits de Dôme là-bas. Oui, les belles routes qu'on a en Auvergne aussi, c'est plutôt appréciable ça. C'est vrai. Bon alors Nico, si tu devais changer de voiture demain, pour un budget disponible, combien? Ce que toi tu voudrais prendre pour remplacer celle-ci, et puis après tu nous diras si t'as pas de budget limite ce que tu achètes. D'accord. Alors dans un... Est-ce que tu as prévu de la remplacer déjà celle-là? Ou est-ce que tu en es content et du coup tu te dis non je reste avec? Pas à court terme, mais peut-être que d'ici 1 an et demi ou 2 ans, ce sera quelque chose de faisable. D'accord, alors tu prendrais quoi à la place si tu devais changer? Si je devais changer, je partirais bien sur un Z4. Ouais. Qui pour moi a un agrément de conduite, j'ai déjà eu l'occasion d'en rouler, qui est plutôt très sympa. Donc on va faire un tour gratuit de rond-point, c'est toujours sympa aussi. Non, le Z4 est plutôt bien, c'est quelque chose qui n'est pas très coûteux, qui reste raisonnable et qui est utilisable au quotidien, quoi. Donc le Z4 me plairait bien. Cab ou pas? Je pense aujourd'hui, moi j'ai pas de contraintes enfants, etc. Donc bon, quid de la taille du coffre une fois qu'on a décapoté, je sais pas, faut voir. J'ai eu il y a quelques années en arrière, j'avais un Boxster, un 987S. Ouais. Le gros avantage du Boxster reste indéniablement au-delà de tout ce qu'on connaît de chez Porsche et de la conduite qui est sensationnelle, le freinage est hyper mordant. Ce qui est génial sur le Boxster, c'est les deux coffres, un à l'avant, un à l'arrière. On a un moteur central arrière qui est sous le véhicule. Et en fait, finalement, la somme des deux, je crois qu'on était à 470 litres sur les deux coffres. C'est pas mal quand même. Donc en séquençant. Pour un Boxster, c'est quand même. Ouais, ça c'est génial. Et puis on part, même plus qu'en week-end, on part en vacances en semaine à 2 sans problème. Sous réserve qu'on ne prenne pas une valise démentielle, mais qu'on séquence avec des petits sacs, c'est très facilement logeable. C'est vrai, on n'a pas regardé, mais elle a un grand coffre celle-ci. Ouais, le coffre est pas mal, on pourrait jeter un œil derrière. C'est un petit peu le cirque, mais c'est pas grave, ça permet de se rendre compte. Ouais, mais au moins on verra qu'on peut en mettre, quoi. Exactement. C'est un coffre qui est pas très haut. Hein. On est sur un système de coffre classique, bien sûr. Ouais. C'est pas un ion avec la vitre. Par contre, c'est un coffre qui est très profond. Donc on peut loger des choses dans l'espace. Tu peux partir en vacances tranquille. Oui. Tu mets, sans problème. Tu mets 2-3 valises. Et sous réserve que ça passe pas ou que ce soit un petit peu limité, on peut rabattre les sièges. Hein. Les deux sièges à l'arrière sont imbattables. Ah, en plus, ouais, c'est pas mal. Ouais, la banquette est ajustable, donc c'est vraiment très bien. Bon alors, c'était... Donc la Z4... Et si t'as pas de budget alors? Et si j'ai pas de budget, ou si j'ai beaucoup de budget, du coup... beaucoup de budget, ouais. Goût profond reste vers la 911 en ayant goûté à Porsche par l'intermédiaire du Boxster et du Flat 6 et de la puissance du freinage, de la précision de la direction. Pour moi, Porsche reste la marque ultime, mais la marque à la fois ultime en termes de philosophie de voiture, la marque ultime parce que la marque de passionné. Ouais.
un Porschiste pour moi n'est pas quelqu'un qui utilise sa voiture comme un faire-valoir, mais vraiment fout de son véhicule et de la conduite et du plaisir qu'il en prend, et pas forcément d'image. Ouais. Donc ça c'est quelque chose qui me correspond. Et puis tu connais, tu connais la valeur, tu sais ce que ça vaut. Et puis le bruit du flat 6 quand il monte dans les tours est incroyable, quoi. C'est vrai. Voilà, donc une 911, les dernières générations 991 et même maintenant les phases 2 sont assez à mon goût. Voilà. Bon bah c'est cool. Écoute, vas-y, on va jeter un coup d'œil au coffre et puis on va regarder ça. Bon, déjà, comme promis, le bordel. On voit que tu aimes la voiture déjà. Hein, ouais, on a 2-3 petits produits d'entretien. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes bien comme produit d'entretien? Qu'est-ce que tu utilises ce que j'utilise, alors pour nettoyer les jantes, dans les marques, il y a des marques de prédilection que tu as? Ouais, particulièrement la marque Meguiar qui est américaine, qui font des très bons produits nettoyants jantes, qui décrassent des choses très poussées avec beaucoup de poussière de carbone ou de gras de route. On a des choses qui sont pas mal, ça, qui permettent de récupérer des moquettes ou des tissus comme on peut avoir quelques petites taches des fois. Bon, déjà rien que là on peut voir qu'on peut en mettre un, parce que tu as un énorme bac à rangement. C'est quand même assez gros. Hein, tu as un énorme bac à rangement des produits, tu as ton sac à dos ici. Et sac photo, j'ai le trépied derrière, un peu d'écharpe. On peut encore en mettre quoi. Et donc tu dis on peut encore en plus rabattre les sièges si besoin. Exactement. Donc il y a place. Donc non, franchement il y a quand même de la place dans ce coffre, c'est assez impressionnant quoi. Déjà t'as un vérin hydraulique, c'est pas mal. J'aurais vite fait aussi de mettre un bras manuel. Bon bah HDI quoi. Voilà, bon là ça nous rappelle un peu la réalité quoi. C'est ça. Mais bon, le son est sympa quoi, il n'y a rien d'exceptionnel, mais le son est agréable. Et c'est assez confortable. À l'oreille, il sait se faire oublier dans une conduite route comme il faut. Ouais, c'est vrai. Sur autoroute, on ne sent pas forcément qu'on a un diesel. Hein. Non, c'est une belle auto. Franchement, c'est un beau véhicule. Bon bah Nico, merci en tout cas. Et puis, on mettra les coordonnées de nos amis qui font les listes de sièges en Transylvanie, s'il y en a qui va essayer. Voilà, ça exactement. peut être intéressant. Exactement. Et puis bah, écoute, profite bien de ton jouet. Ça marche. Merci beaucoup. Salut. Salut. Voilà les amis, c'est là-dessus qu'on va se laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez apprécié ce format de vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous voulez que je vous montre comme ça d'autres voitures, pour savoir si je continue ou pas à faire ce type de vlog en fait. Et puis bah, écoutez, sinon vous pouvez comme d'habitude me retrouver sur mon compte Motors sur Instagram. Et puis bah, en attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!